Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à l'ouest du département des Vosges, à 12 km de Neufchâteau, découvrir un village situé dans une petite vallée où l'on trouve le ruisseau de la Sermonne et une église classée, l'église Saint-Genet. Nous allons à la rencontre de 3 des 85 d'Aulagny-Curcien, direction donc d'Aulaincourt, un village typique, témoin de l'activité thermale de l'ouest vosgien. Nous en parlerons avec François Perrault, que nous retrouverons à la source de Sarmerie. En fin d'émission, c'est Alexandre Rollin qui nous accueillera sur son exploitation. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Elisabeth Chanet, vous êtes maire de la commune. Alors on va commencer, comment vous décririez d'Aulaincourt aujourd'hui? D'Aulaincourt est un petit village, donc comme vous l'avez dit, de l'ouest vosgien. Un petit village calme, agréable à vivre, où vraiment dans une vallée où on peut faire tout le tour et profiter de ce joli cadre de campagne. D'accord. Pourquoi avoir voulu occuper ce poste de maire en 2014 ? Vous étiez impliqué dans cette vie municipale depuis plus longtemps, hein. J'ai habité à D'Aulaincourt en 91 et en 94, je me suis présentée avec l'équipe au conseil municipal, où j'ai été donc conseillère municipale jusqu'en 2014. 2014, date à laquelle François Perrault a décidé de ne pas renouveler son mandat. Depuis le départ, il n'y a que des hommes dans ce conseil municipal. Je suis la seule femme depuis toutes ces années et je suis quelqu'un qui s'implique dans les choses et qui aime bien intervenir auprès des personnes. M'engager. Il n'y avait aucun autre candidat qui avait envie de prendre cette fonction. On comprend qu'aujourd'hui ce soit difficile de s'engager. On parle d'incivilité dans les communes, on parle de fonctions plus difficiles, on parle de maires multitâches. On comprend ce refus d'engagement? Oui, parce que c'est effectivement compliqué. Notre responsabilité, elle est engagée quand même tout le temps, à tout moment. Et puis, comme vous le dites, il faut être partout à la fois. Quand on est dans un petit village, effectivement, on doit tout connaître en gros et on doit intervenir à tous les niveaux. Alors j'ai la chance d'avoir une équipe municipale qui est quand même bien derrière moi parce qu'il y a des domaines dans lesquels j'ai moins de compétences. On peut dire que ça va chez vous à D'Aulaincourt aujourd'hui ou pas? Ça va plutôt bien à D'Aulaincourt, je dirais, oui. Comment ça se passe avec la communauté de communes? Est-ce qu'en tant que maire d'une commune de 85 habitants, on a aussi son mot à dire? On a bien sûr son mot à dire. Alors je fais partie du bureau de la communauté de communes parce que ça faisait partie aussi de mes priorités. Comme vous le dites, on est une commune de 85 habitants. Au sein d'une communauté de communes de 70 communes, les petites communes doivent se faire aussi entendre et faire partie du bureau. Ça me tenait aussi à cœur, donc j'ai la chance d'en faire partie. Globalement, ça se passe plutôt bien. Le sentiment des habitants, quand on discute avec eux, ont toujours l'impression que ce qui est fait est plutôt fait tourné vers le centre-bourg. Vers les centres-bourgs, donc Neufchâteau, Châtenois et Liffol, forcément, ont toujours ce sentiment-là. Donc c'est pour ça qu'il est important que la communauté de communes s'efforce de travailler vraiment beaucoup vers les services à la population, qui est fait quand même. Là, il y a des fonds de concours qui sont alloués aux communes et la commune de D'Aulaincourt a fait son dossier, donc devrait bénéficier de ce fonds de concours pour cette année. Le gros sujet de discorde de tension, c'est le PLUI, le plan local d'urbanisme, parce que les petites communes, effectivement, on se sent très très lésé et on ne va pas pouvoir se développer plus que l'on est au niveau de l'extension, quoi. Alors il y a des projets tout de même à D'Aulaincourt, oui, on va en parler. Il y a des projets. Allez-y, dites-nous. Alors le premier projet, c'est, comme vous le voyez ici, tout notre éclairage public, toutes nos lignes sont enterrées. Il restait juste une partie haute du village. Donc ça y est, c'est acté, c'est validé. Au niveau du cimetière, nous avons un petit cimetière qui commençait à devenir un petit peu court et pour lequel il y avait beaucoup de tombes à l'abandon et des choses. Il fallait vraiment faire quelque chose pour ce cimetière. Donc ça y est, c'est lancé. Donc on en profite en même temps pour faire un columbarium, un jardin de souvenirs. Donc, exhumation des tombes et on va aussi créer un carré militaire puisque nous avons cette tombe de souvenirs français. Et le troisième projet. Le troisième gros projet, il est derrière nous. C'est cette rénovation de ce logement communal vacant depuis 1 an et demi. Un logement à F4, uniquement plein pied, rez-de-chaussée.
Gros projet financièrement pour une petite commune comme Dolincourt. Pour un logement comme ça, TTC, il y en a à peu près pour 200 000 euros. Bon, bah, écoutez, Mais voilà, un beau de quoi projet. faire. Il y a quand même de quoi faire. Il y a du pain sur la planche. Merci pour votre Merci. accueil à Dolincourt. Nous partons retrouver François Perrault à la source de Sarmerie. Le village possède la seule source sulfureuse froide exploitée du nord de la France. Depuis 1975, cette eau soignait entre autres les bronchites et les maladies de peau. Son exploitation s'est arrêtée en 1914. François Perrault, merci de nous accueillir. Nous sommes devant ce bâtiment, ce pavillon. Donc, vous êtes le président de l'association des Amis de Sarmerie. Tout a commencé, cette source, en 1849 avec un certain Auguste Voirin, c'est ça? Voilà, Auguste Voirin, donc, qui était maréchal expert. C'est l'époque où il y avait une grande population, donc beaucoup d'animaux, et il fallait s'occuper de ces animaux. Malheureusement, il n'y avait pas assez de vétérinaires, donc le préfet nommait des amateurs qui avaient fait un petit stage chez un vétérinaire, étaient nommés donc maréchal expert. C'est le cas donc de ce Auguste Voirin. Voilà. Et alors, quel est le lien avec cette source et ce Auguste Voirin? Alors, Auguste Voirin passait régulièrement devant la mare qui était à cet endroit, et donc il avait vu que des animaux de la forêt venaient boire cette eau. Donc il en a déduit que c'était certainement quelque chose d'intéressant. Il savait juste que cette eau sentait mauvais. Donc il est venu, il a pris une petite bouteille de cette eau qu'il a fait analyser à la pharmacie à Neufchâteau. Et là, ça a été le départ de la grande aventure. De la grande aventure. Voilà. Alors, une petite production tout de même qui a suivi après la publication de cette découverte, en fait. Alors, la publication, aussitôt dans les années après, on a publié cette découverte dans tous les livres qui concernaient donc le thermalisme, qui était en plein développement en Lorraine. Et finalement, en 1875, il y a même eu l'autorisation ministérielle de vendre cette eau comme médicament, ce qui sera le cas par la suite. Voilà, cette eau était vendue en pharmacie sur prescription médicale. Sur prescription médicale, d'accord. Donc une eau, vous le disiez, au goût pas très agréable, une eau sulfureuse forcément, voilà. Qui avait donc des vertus. On sait qu'il fallait la boire, bien entendu, il fallait la boire et on soignait là deux choses, les maladies de peau, et on va dire les voies respiratoires. Voilà. D'accord. Et alors certains se bouchaient le nez, il paraît, pour boire cette eau. Ben écoutez, c'est ce qu'on disait autrefois. Et on voit des photos de l'époque 1900 où on voit bien entendu des visiteurs qui, de façon très démonstrative, se pincent le nez pour pouvoir la boire. Finalement, en 1914, tout s'arrête ? Alors, en 1914, tout s'arrête avec la guerre, mais à la guerre terminée, on pense déjà à relancer cette affaire. C'est pour ça que les propriétaires de l'époque, qui sont les mêmes propriétaires qu'au début, donc ces propriétaires décident de restaurer le pavillon. Malheureusement, en 1940, les Allemands arrivent et mettent à sac le petit pavillon, ce qui est dommage. Et donc il faudra attendre les 10 dernières années, on va dire, pour qu'avec notre association, simplement on restaure le pavillon. On ne peut pas restaurer vraiment l'exploitation de l'eau parce que ça demanderait bien entendu des moyens que nous n'avons pas. Et on a en plus un petit problème qui est que cette eau, si bonne soit-elle, qui correspond à peu de choses près à l'eau de Challes-les-Eaux, près de Chambéry. Malheureusement, nous n'avons qu'un tout petit débit, ce qui fait que ce n'est pas possible. On ne sera jamais un grand village, on va dire, d'eau avec casino et autres. Parce qu'il y a eu des tentatives par le passé pour devenir, alors pas une ville thermale, mais un village thermal. Voilà, on a espéré, oui, en 1900, il y a eu des tentatives, malheureusement, qui ne pouvaient pas réussir. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible de goûter cette eau, de visiter cette source, tout simplement? Il suffit de me demander, je fais visiter sans problème et c'est gratuit et en plus on peut éventuellement consommer, si on en a envie bien sûr, consommer un peu de cette eau. Ben écoutez, on sait tout ou presque. Merci beaucoup François pour votre accueil ici à Dolincourt. Nous continuons notre découverte du village, direction l'exploitation d'Alexandre Rollin. C'est en 2014 qu'Alexandre Rollin a repris l'exploitation familiale. Il s'occupe aujourd'hui d'un important troupeau de vaches. L'une d'entre elles avait il y a quelques mois donné naissance à des triplés. Alexandre, merci de nous accueillir sur votre exploitation. Alors on était venu vous voir il y a quelques mois pour une naissance de triplés. Comment vont-ils aujourd'hui ces triplés? Ils vont très bien. On peut les voir derrière moi dans les box et ils se passent très bien. Au début il y avait des petites inquiétudes sur une naissance de triplés qui n'est jamais facile. Oui, c'est la première fois que ça arrive sur l'exploitation. On avait surtout peur aussi pour leur mère parce que des triplés peuvent engendrer des complications post-naissance. Et ça s'est très bien passé. Elle est aujourd'hui dans le troupeau à côté de moi et elle produit son lait tous les jours sans aucun souci.
Sans aucun souci, tant mieux. Alors le GAEC de la Sermonne, Alexandre, c'est une histoire de famille. Oui. 2014, vous avez repris l'exploitation. À la suite C'était de pour mon vous père. une évidence, cette reprise? Oui, depuis le plus jeune âge. Je ne me suis jamais trop posé de questions, mais ça reste une évidence. Vous avez été baigné dedans, donc finalement, Exactement. ça s'est fait assez Exactement. naturellement. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler sur l'exploitation? On est 2,5 parce que je suis associé avec ma mère, comme j'ai repris la suite de mon père, et on a un apprenti. Alors une exploitation familiale que vous avez tout de même voulu moderniser, adapter au bien-être animal aussi, ça passe par quoi? Ça passe aujourd'hui surtout par la robotique, surtout pour l'élevage laitier, pour l'instant. Un robot de traite, un robot qui nettoie les vaches, pour nous dégager du temps, parce que c'était clairement la traite qui prenait beaucoup de temps de travail. Beaucoup de temps, bien sûr, ouais. D'autant plus aujourd'hui avec le bien-être animal, où on a investi dans plusieurs matériels comme un ventilateur, de la brumisation, ce qui leur permet l'été de ne pas souffrir de la chaleur, malgré un accès au pâturage permanent, C'est jour ça, et parce nuit. que voilà, l'été, elles sont libres de rentrer ou de sortir finalement. Complètement libre, la porte est ouverte, mais bizarrement la journée, elles préfèrent rester à l'abri, sous le ventilateur et la brumisation. Beaucoup de personnes les envient. Donc là, elles ne sont pas encore dehors au moment où on enregistre cette émission, mais ça devrait être imminent. Dans les quelques jours, elles vont sortir. D'accord. Ce bien-être, il se ressent sur la production derrière, ce bien-être, ces choses que vous avez mis en place sur le lait derrière, sur la Complètement, quantité. complètement, parce que en 2017, avec l'installation du robot de traite, on a pris à peu près 1000 à 1700 litres par vache par an de production, sans rien changer dans l'alimentation ou la nourriture des animaux. On voit clairement que les animaux qui sont mieux produisent plus. Hein, c'est forcément. Donc là, c'est libre aussi pour la traite. Elles y vont Complètement. quand elles veulent. C'est la liberté complète. La liberté, ça a du bon alors. Apparemment, oui. Aujourd'hui, combien de vaches? Deux races de ces vaches. Deux races. On peut voir des Primolstein qui est la race historique de l'exploitation, et j'ai ramené quelques vaches rouges, quelques Montbéliardes, pour essayer de ramener de la qualité du lait, mais c'est pas vraiment effectif. Il y en a combien? Aujourd'hui, on a 65 vaches sur le robot, mais on compte 90 vaches laitières parce qu'il y a toujours un petit nombre au repos en attendant de revenir. Et on les garde combien de temps, ces vaches? En moyenne, elles sont là 7-8 ans sur l'exploitation. Sur leur fin de carrière, soit elles vont honorer nos assiettes, soit elles font encore une petite carrière en mère nourrice, où elles viennent nourrir les petits veaux des autres. D'accord, voilà une deuxième vie qui est tout aussi profitable profitable pour qui leur les permet de continuer. La transformation n'a jamais été en projet ici? Ça a été envisagé, mais c'est vraiment un autre métier. C'est vraiment du métier de commerce et de transformation, qui n'est pas mon métier d'éleveur aujourd'hui sur l'exploitation. Donc tout part à la laiterie, à l'Ermitage. Hein. Voilà. D'accord. Comment on fait face aujourd'hui au dérèglement climatique? On s'adapte, on trouve des moyens de continuer à réduire les coûts? Comment on fait? Il est clair que le plus gros coût, c'est l'énergie, hein, comme tout le monde aujourd'hui. Donc l'énergie, le carburant. Donc le carburant, j'ai un projet à long terme, mais aujourd'hui on voit clairement des marques de tracteurs qui sortent des moteurs à l'hydrogène. Donc on attend encore un peu l'évolution de ces moteurs et pourquoi pas investir là-dedans dans l'avenir. Mais le projet à très court terme qui est en cours d'installation, c'est des trackers solaires pour faire face à la demande électrique de l'exploitation. Le tracker, expliquez-nous comment ça fonctionne. Le tracker, c'est un panneau qui va se lever le matin, suivre le soleil toute la journée et se coucher le soir. Tout simplement. Et c'est le système de panneaux solaires qui est le plus rentable aujourd'hui, puisqu'il est tout le temps face au soleil. L'idée, c'est de réduire la consommation. Est-ce qu'on a une idée L'idée, c'est l'autonomie électrique de l'exploitation. Et en plus de ça, la revente du surplus sur le réseau pour alimenter le village, par exemple. Merci beaucoup pour votre accueil, Alexandre, sur votre GAEC. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Après, si tu fais abstraction de l'odeur, ça passe. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.